Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler du coup des dernières lectures que j'ai faites. Il n'y en a pas beaucoup, mais je comptais faire un update justement pour faire des updates plus courts, mais au moins que vous ayez des vidéos plus régulières, parce que là, j'ai repris le travail. Je suis saisonnière en tant que serveuse, et donc du coup, eh bien, le rythme de travail est pas vraiment le même, et du coup, j'ai un peu peur que ça se sente sur les vidéos. Donc je préfère vous en faire des plus petites, mais que vous en ayez régulièrement, comme ça sera plus cool pour vous. Enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère. Si vous voulez des plus grosses vidéos, dites-le moi en commentaire. Ou si vous préférez des plus courtes, comme ça, je m'adapterai selon ce que vous préférez. Vous connaissez la chanson, mais je dois de me le répéter. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker. Ça soutient la vidéo et ça soutient mon travail, donc merci infiniment. Si vous souhaitez parler avec moi des titres que vous allez voir, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je commence tout de suite avec Vampire Knight, que j'ai lu aussitôt arrivé, aussitôt lu. Franchement, j'ai pas pu résister pour la simple et bonne raison que c'est une série qui rappelle mon enfance, plutôt mon adolescence, et j'ai hâte justement de m'y replonger. C'est un graphisme assez à l'ancienne, hein, il faut bien se l'avouer. Mais là, en plus, dans ce tome-là, alors pour ceux qui ne connaissent pas, on a Yuki, une jeune humaine qui vit dans une école, dans une académie qui a été adoptée par le directeur, où il y a la day class et la night class. La day class, c'est les humains, et la night class, c'est les vampires. Et elle, avec son frère adoptif Zéro, eh bien ils sont chargés de discipline, donc ils sont là en gros pour que les vampires ne bouffent pas les humaines et que les humaines n'ont pas trop côtoyé les vampires. Bref, ils sont là en gros pour un peu comme des pions si vous voulez, pour s'occuper de la discipline comme leur titre l'indique. Mais du coup dans ce tome là évidemment les choses ont beaucoup plus avancé puisqu'on est au tome entre guillemets 7 et 8 de la vraie saga en manga. Là c'est la Perfect Edition que j'ai, donc il y a 2 tomes à chaque fois dans chaque bouquin. Et là, les secrets, enfin, on en a sorti, c'est bon. Il y a des révélations qui sont faites et les relations vont pouvoir commencer à se mettre en place tout doucement. Et franchement, j'étais très contente parce que j'étais un tout petit peu plus loin, je crois, dans l'animé quand je regardais ça quand j'étais ado, justement. Et du coup, je vais bientôt arriver à la période, je crois, où je me suis arrêtée. Donc, je suis très contente. Je vais enfin pouvoir savoir la suite. Je crois que je suis encore un peu plus loin. Je dois être au moins au tome 5 ou 6 de version perfecte, donc il doit y avoir encore 4 mangas que j'ai déjà lus, enfin pas lus mais que j'ai déjà vu la série animée. Donc voilà, là j'ai hâte parce qu'on arrive enfin dans des trucs où je commence à me rafraîchir les idées et me dire là ça y est, l'histoire se met en place, ça commence à être intéressant. J'ai écouté en audiolivre Exilé le tome 8 de Assoiffé de Tracy Wolff. C'est un peu compliqué d'en parler puisqu'en gros, on va dire qu'il y a 6 premiers tomes où ça suit une chronologie, mais pendant ces 6 premiers tomes, entre le tome 1 et le tome 2, il y a un phénomène qui va faire qu'on a 3 mois de trou. On ne sait pas ce qui s'est passé, 3 ou 4 mois de trou, et du coup le tome 7 et le tome 8 nous expliquent ce qui s'est passé pendant ces 3 mois de trou. En gros c'est ça, hein, sans spoiler. Et du coup, eh bien le tome 8, celui-là que je viens de lire, eh bien c'est la fin du trou, et on revient du coup à la fin du tome 8, à la fin du tome 6, parce que voilà, il y a des choses qui se sont passées sans spoiler. Pour ceux qui connaissent pas Assoiffé, c'est l'histoire de Grace, qui est une jeune humaine qui a perdu ses parents dans un accident de voiture et qui va devoir aller vivre du coup dans l'institut un petit peu spécial en Alaska que son oncle possède, enfin tient, avec sa jeune cousine qui elle aussi a perdu sa mère. Donc du coup, eh ben, voilà, elle va se retrouver dans cette académie et se rend compte que ce n'est pas une académie comme les autres et que si elle est au fin fond de l'Alaska, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Et oui, ce sont des créatures surnaturelles qui vivent dedans. On a des loups-garous, des sirènes, des dragons, des vampires, nanana, nanana. Et elle va se sentir attirée par Jackson, un vampire, et pas n'importe lequel évidemment, le prince des vampires. Là, c'est le synopsis du 1 que je vous fais, mais avec toute la saga, vous découvrirez qu'il y a évidemment plein d'autres créatures, qu'il y a un lore, c'est un peu, voilà, énorme, et qu'évidemment, il va y avoir aussi les relations et les interactions entre les personnages qui vont énormément évoluer. Et mon personnage préféré arrive à la tome 2, donc voilà. Et puis là, évidemment, dans le tome 7 et dans le tome 8, pour ceux qui savent, eh ben, mon personnage préféré, top of the top, on l'adore. Donc voilà, je vais pas trop vous en parler de spoilers parce que c'est quand même un tome 8, mais sachez que j'ai été à la fois contente et pas contente. Parce que dans le tome 7, ça me saoulait en fait de retourner à cette période-là où on sait que les relations vont bien plus évoluer, que les choses vont être très différentes, mais du coup là on régresse parce qu'évidemment comme on est au tome 7 et que dans le tome 6 c'est en gros comme si c'était la fin, et bien retourner à ce tome
1.5 si je puis dire, c'était un mode je sais que les relations ne doivent pas être censées être comme ça, donc voilà, vous comprendrez pour ceux qui ont lu le bouquin, puis ceux qui l'ont pas lu, comme ça je vous spoil pas trop, mais voilà, on a une évolution des personnages qui du coup, eh bien, régresse et c'est très embêtant. Personnellement, moi ça m'a saoulée. Par contre, dans le tome 8, la relation a voulu, on est dans le chemin qu'on connaît, et à la fin du tome 8, eh bien, on arrive comme si on revenait un peu dans l'épilogue du tome 6, et on nous dit, eh bien voilà, par contre, allons sauver des gens et allons botter des culs. Donc je me doute bien que le tome 8 n'est pas le dernier, il y aura sûrement encore une suite parce qu'il reste des personnes à sauver et des fesses à botter. Donc je suis un peu en demi-teinte parce que je suis contente, on retrouve la relation que je voulais, mais d'un autre côté, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin, il y a encore une suite. Ou alors elle nous laisse comme ça l'autrice et c'est pas normal parce que en général quand t'as une fin, tu dis bon ben voilà, tout le monde est heureux, il vit heureux, il dure beaucoup d'enfants et voilà. Ou alors à l'inverse, il y a des morts, nanana, mais là en gros, il part vers une nouvelle quête. Donc j'imagine que ça veut dire qu'on va encore avoir d'autres livres. J'avoue que je commence à trouver ça un peu long, même si y a mes personnages que j'adore, mes chouchous, là, va falloir, madame, bah voilà, va falloir abréger au bout d'un moment, votre histoire elle est cool, mais ça commence à être un peu long. Ensuite, j'ai lu La première rose de Bloomstone, pardon, j'allais dire Bluestone Manor, mais non, Bluestone Manor c'est l'autre du coup, du coup qui est le préquel de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, si je me trompe pas. Alors pour vous faire un résumé, dans le tome 1, en fait c'est un préquel, donc c'est sans vraiment trop spoiler. Dans le tome 1, on a une jeune femme qui veut s'émanciper de sa famille parce que on est au 19e, si je me trompe pas, ou au 20e, je sais plus. Et c'est une jeune femme qui veut faire des sciences. Elle adore l'astrophysique et tout et tout. Mais évidemment, à l'époque, ce n'est pas à ça que les femmes servaient. Elles étaient là pour se marier et faire des enfants. Donc c'est très mal vu qu'elle s'intéresse à ce genre de sujet et ça va mal se passer dans sa famille. Et elle va retrouver refuge dans le Bloomstone Manor, qui est un endroit où justement les gens un petit peu marginaux, un petit peu spéciaux vont, mais pas pour les raisons qu'on pourrait penser. Qui sont marginaux pour l'époque, mais qui pour nous sont des gens tout à fait normaux. Et voilà, c'est comme ça que nos mœurs sont actuellement, mais à l'époque, ce n'était pas. Et justement, là, on a un préquel pour voir, on remonte le propriétaire de ce manoir, comment il en est arrivé à créer ce manoir. Enfin, créer, non, parce qu'il a hérité du manoir, mais comment il a réussi à réunir tous les gens qui sont autour de lui dans ce manoir. Et franchement, j'ai adoré découvrir l'histoire de Stone, parce que c'est son... c'est son manoir à Nathaniel. Mais... j'avoue que j'étais un peu perplexe en le lisant parce que j'avais ce côté dans le tome 1 justement très doudou, très cocooning, c'était vraiment un petit moment de douceur que je prenais et en même temps c'était un sujet assez militant puisque évidemment ça parle évidemment du féminisme, même s'il y avait d'autres sujets comme l'homophobie qui est traitée et tout. Donc du coup j'étais plus émotionnellement, on va dire, voilà, dedans dans le premier tome que dans celui-là. Celui-là, je l'ai bien aimé. J'ai aussi ressenti cette vibe un peu doudou, mais de très loin. Alors que c'est très surprenant puisque le sujet principal, c'est quand même la cause queer. Nathaniel est homosexuel. Hein. Désolée, c'est un spoil pour le tome 1, mais dans le tome 2, c'est le sujet principal. Donc voilà, c'est très clairement dit dans le résumé. Et étant moi-même queer, eh bien, je pensais que j'allais me sentir concernée et tout, mais pas du tout parce que en fait, pour moi, le sujet principal là, ce n'est pas justement son homosexualité, même si ça en est quand même un. On est plus autour d'un personnage qui est hyper sensible et qui, du coup, a du mal à supporter ses émotions, à les vivre. Et c'est surtout ça, moi, qui m'a marqué dans ce tome-là. Et ça vaut que ça, c'est un sujet que je dirais pas qui m'est indifférent, mais c'est pas comme ça que j'imaginais Nathaniel. Voilà, très clairement. Il est excentrique, il est innovateur, il est fou, il est... Enfin, pas fou dans le sens... voilà, il est fou dans le sens... voilà, il est excentrique. Et j'adore ce personnage, et justement, il est novateur, il est en avance sur son temps, et en même temps... voilà. Mais là, j'ai été un petit peu, du coup, en retrait. J'ai bien aimé découvrir son histoire, son passé. J'ai été très surprise de certains choix qui ont été faits, et j'étais en mode, je comprends pas là. Et puis pourtant, j'ai pas lu le tome 1 il y a très longtemps, j'ai lu le mois dernier ou le mois d'avant. Et j'ai été moi-même surprise parce que je sais ce qui se passe à la fin, puisque je sais le tome 1 qui est bien plus tard. Donc
Je sais avec qui il finit, mais j'avais oublié en fait. Je me suis rendu compte que j'avais oublié avec qui il finit et j'étais en mode mais il va pas revenir l'autre? Ah ben non en fait il revient pas l'autre, pitié, c'est lui, t'es con quoi. Donc voilà, je me suis moi-même surprise à avoir oublié que ben oui, non, il finit avec cette personne-là. Ben bah c'est pas grave. Et puis aimer aussi découvrir les personnages un peu plus secondaires, comment ils sont arrivés et tout ce qui s'est passé. Et voilà, je suis très contente de l'avoir lu, franchement, c'est une bonne lecture. Maintenant, le premier avait été un énorme coup de cœur. Le deuxième, non. Je l'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, mais ce n'est pas un coup de cœur. Je vous le conseille, hein, si vous voulez, comme je vous dis, lire. Je l'ai lu très clairement en 3 heures, je crois. Voilà. Il se lit très vite, très rapidement, mais pas un coup de cœur. J'ai pas fait un aussitôt reçu, aussitôt lu, mais presque. Du coup, j'ai lu et écouté Check and Mate parce que il y était en audio sur Audible, je crois. Exilé, je l'ai écouté sur Nextory, je crois, et celui-là, j'ai dû l'écouter sur Audible. Ah, qu'est-ce que j'adore Ali Hazelwood, franchement. But, là, on est sur l'histoire de Mallory, Mallory, qui est une jeune femme qui est une enfant d'un grand maître des échecs, mais il y a un drame familial qui s'est passé et à 14 ans, elle décide de ne plus jamais de ne plus jamais jouer au jeu sec et j'ai du mal à parler, tiens. Et donc du coup, sa mère va tomber malade, elle a 2 petites sœurs et donc elle va décider de porter le poids de sa famille et de travailler, d'arrêter ses études pour pouvoir nourrir et payer les traites de sa famille. De l'autre côté, on a ce jeune homme qui lui est Nolan, c'est un jeune homme surdoué et qui est surtout le premier mondial des échecs. Depuis plus de 10 ans, personne ne réussit à le battre et voilà, c'est le compétiteur à abattre. Jusqu'un jour où ils vont faire, elle, pour rendre service à une amie, elle va aller dans une compétition caritative et lui, eh bien, pour redorer son blason un peu parce qu'il a cette aura de mauvais perdant et de personne assez colérique et voilà, eh bien, ils vont faire une partie plutôt et elle va le battre. Et là, ça va être le scandale puisque le premier mondial s'est fait battre par une jeune fille inconnue du bataillon, voilà, qui a 18 ans à peine et qui réussit à le battre comme ça alors que lui, je crois, il a 21 ans, mais ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est dans les échecs, donc voilà. Et du coup, eh bien, les deux vont... Enfin, elle va tout faire pour fuir, parce que ok, elle l'a battue, mais elle ne veut plus jamais rien avoir avec les échecs. Et lui, au contraire, il va tout faire pour la remettre dans le monde des échecs et rejouer avec elle et apprendre à se connaître l'un l'autre. C'est une romance, je vous l'annonce. C'est plutôt dans du young adult, c'est plutôt dans du jeunesse, donc il n'y a pas de scène de smut explicite, franchement. Et... alors c'est pas le smut qui m'a dérangé qu'il n'y en ait pas, c'est plutôt justement que ce soit dans le young adulte et je vieillis et encore il y a des choses en jeunesse, en young adulte que j'aime bien, voilà, mais là j'ai trouvé alors Nolan parfait, de toute manière les boys d'Ali Hazelwood en général on n'a pas grand chose à leur reprocher. Par contre elle, Mallory, m'a saoulée par plein de moments, ses comportements, même si son histoire familiale, ok, je peux comprendre que des fois elle réagisse comme ci comme ça, mais au bout d'un moment c'est trop, c'est lourd et voilà, je n'ai pas été très emportée par Mallory, on va se le dire. Donc très clairement j'ai préféré Love Hypothesis et Love on the Brain à celui-là. J'ai très hâte de voir le prochain qui va sortir, je crois que c'est au mois de mai, Love Theoretically, et après il vient de sortir Bride, je sais pas s'il va sortir en VF très rapidement, mais en tout cas je crois qu'il vient de sortir en VO. Donc voilà, j'en ai encore des Ali Hazelwood bientôt qui vont sortir. Et pour le coup, ils seront plus adultes, ceux-là. Bright, c'est de la romantasy et Love Theoretically, c'est de l'adulte. Un peu comme ces deux-là. D'ailleurs, ils vont sortir en Perfect Edition aussi. Donc, pas en Perfect Edition, mais en édition collector, là, comme ça. Ça va être jaune et violet, je crois. Ça va un peu détonner dans la... dans la collection, mais c'est pas grave. Donc ça pour dire que voilà, celui-là, c'est plus adolescence, jeune adulte que adulte. Et... voilà, certains comportements... Ah, j'ai oublié, si, il y a quelque chose qui a été fait pour le personnage masculin et que j'ai grandement aimé parce que, en général, c'est toujours la protagoniste qui est une jeune femme... bon, ça spoil un peu, mais sans vraiment spoiler. C'est toujours la jeune femme qui est vierge et qui vit sa première expérience, nanani nanana. Et c'est vrai que c'est chiant, à force d'avoir toujours la vierge, voilà... qui donne sa vertu pour son grand amour. Et bien là, pour une fois, c'est le mec. Et là, franchement, j'étais en mode... vous m'avez cueilli, Ali. C'est aussi simple que ça. Pour une fois, c'est lui qui n'a aucune expérience et qui dit, bah,
Enfin, c'est comme ça, je ne voyais pas d'intérêt avec les autres personnes, mais avec toi, oui. Donc, j'ai dit en mode, banco, on adore. Donc voilà, Check and Mate, lecture que je conseille si vous aimez la romance. Les échecs, on nous en parle, mais franchement, c'est vraiment en trame de fond. Hein. Je ne sais pas jouer aux échecs, donc ça m'a absolument pas dérangé. Mais par contre, la romance est kiki et on aime bien. Et donc du coup, la dernière chose dont je dois vous parler, c'est The American Remake Experiment. Et là aussi, je l'attendais un peu comme le Ali Hazelwood. Ce Spanish Love Deception, c'était un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023. Et donc, j'avais hâte de lire, c'est pas la suite, mais c'est un spin-off, puisque c'est la meilleure amie du personnage de l'autre tome, qui va avoir sa propre histoire d'amour. On est sur du coup une jeune femme qui était ingénieure mais qui va tout lâcher du jour au lendemain puisque elle a écrit un roman et qui commence à avoir, enfin il a du succès et donc du coup une maison d'édition lui propose de faire un deuxième titre. Donc elle laisse sa carrière d'ingénieure, elle arrête tout pour devenir autrice de romance. Le souci c'est que en arrêtant tout, elle s'est créée une sorte de blocage puisqu'elle a l'impression de devoir le cacher à tout le monde, c'est un peu ce secret honteux et voilà, du coup elle cache aux autres qu'elle a largué sa carrière d'ingénieur et comme par hasard il va y avoir dans son appartement un effondrement du plafond, donc elle va devoir quitter les lieux et aller se réfugier dans le studio de sa meilleure amie qui est du tome 1 du coup de la The Spanish Love Deception du coup qui est partie en voyage de noces, parce que bon, vous l'avez pas lu, mais vous, c'est une romance censée être très bien, que ça se passe bien en général dans les romances à la fin, donc voilà, là elle est partie en voyage de noces, et donc il reste son appart qui est libre. Mais ce que n'avait pas prévu cette jeune femme, c'est que, eh bien comme elle est partie justement en nuit de noces, elle avait dit à son cousin, qui est lui-même espagnol, que s'il voulait venir aux États-Unis, il n'y avait pas de souci, elle lui passait les clés de son appart. C'est ce qui va se passer. Du coup, les deux vont se retrouver dans cet appartement et vont décider de faire une colocation, puisque, eh bien, lui, il n'a pas d'autre point de chute, il n'a pas trop d'argent vu qu'il s'est fait voler ses papiers, enfin bref, on s'en fiche. Et elle, eh bien, avec les travaux qu'ils vont avoir dans son appartement et sa situation financière qui n'est pas au beau fixe puisqu'elle est partie de son emploi, et bien tous les deux ils vont du coup vivre en colocation comme je vous l'ai dit. Elle, le problème c'est que depuis quelque temps elle a le gros syndrome de la page blanche, elle n'arrive plus à écrire et bien du coup ils vont décider de faire une expérience. Il va jouer le petit ami, la rencontre, la première expérience, nanani nanana, ils vont faire plein de dates ensemble pour lui redonner de l'inspiration pour son roman. Et c'est ce qui va se passer. Les deux, voilà, vont petit à petit eh bien, être attirés l'un par l'autre parce qu'elle est en crush depuis un moment. Vu qu'on a eu le mariage de sa meilleure amie, et lui, c'est le cousin de sa meilleure amie. Il était censé venir, mais pour des trucs professionnels, il n'a pas pu venir. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir justement qu'elle avait déjà des attentes vers lui, puisqu'elle savait qu'il allait venir au mariage, et donc du coup elle s'était fait tout un délire, je vais le rencontrer et tout, elle avait un crush sur lui, et lui eh bien il la connaît mais de nom puisque c'est la meilleure amie de sa cousine et qu'elle aurait sauvé la vie de sa cousine à un moment, donc toute sa famille avec le sang chaud des Espagnols comme vous le connaissez l'adore et lui est éternellement redevable puisqu'il a sauvé un des membres de la famille, donc maintenant elle fait partie de la famille, hein. C'est un peu ce délire là. Et lui à l'inverse c'est un surfeur, un beau gosse, il sait qu'il est beau gosse mais il a vécu, on le sait dès le départ, hein, il y a un traumatisme qui fait que, eh bien justement, les vacances qu'il n'a pris n'est sûrement pas des vacances, il a eu un accident et donc du coup, il ne va sûrement plus pouvoir jamais resurfer de toute sa life. Et du coup, eh bien, il est un peu en mode, je fais un road trip aux États-Unis, mais c'est pour essayer de me retrouver parce que j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Et donc ces deux âmes comme ça qui sont un petit peu perdues vont petit à petit tomber amoureux l'un de l'autre et c'est assez beau à voir. C'est assez rare, je vous dois le dire, mais j'ai mis quelques post-it, en l'occurrence 3, puisque comme je vous ai dit, c'est une jeune femme qui écrit et il y a énormément du coup de phrases qui m'ont parlé, puisque moi-même j'écris, vous voyez, vous avez mon roman juste là, j'écris et c'est des questions qu'on se pose sur la légitimité, sur les moments de doute et tout, et j'ai trouvé ça très juste. En même temps, l'autrice sait de quoi elle parle, même si du coup elle a fait 2 livres qui sont édités et qui sont peut-être pas des best-sellers, mais si quand même, voilà, elle a fait de nombreuses ventes. Donc c'est, voilà, être auteur, c'est énormément douter, ne pas se sentir légitime et avoir énormément de doutes comme ça. Et j'ai trouvé ça très bien retranscrit, je me suis retrouvée dans ces pages, donc j'ai annoté pour être sûre un jour si j'en ai besoin de les retrouver. Mais voilà, j'ai adoré ce bouquin, franchement. Je dirais peut-être pas que ça serait un coup de cœur comme The Spanish Love Deception, mais
The American Roommate Experience est une très très bonne lecture. Franchement, ça c'est un book train qu'on adore. Voilà, c'est une pépitas parmi les pépitas, très clairement. Donc on adore. On aimerait tous avoir un mec comme ça dans sa vie. Ça ne peut pas manquer. Lucas, il est en haut. Il est en haut et puis c'est tout. Donc voilà, je suis très contente. Et en plus, il a été validé par Aaron parce qu'à un moment, il va il va rencontrer Aaron et Aaron va lui faire il valide. Donc si Aaron du premier tome valide, on est tous obligés de le valider, ok? Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette lecture et je vous la conseille. Par contre, je m'attendais pas à ce que ça soit si grosse, mais d'un autre côté, ça prend son temps justement. La romance se fait très très lentement, même s'ils sont tous les deux attirés l'un par l'autre. Ils ne veulent pas passer la barrière puisque c'est la meilleure amie de sa cousine et que elle c'est le cousin de sa meilleure amie. Ben forcément, ils ne veulent pas mélanger tous les trucs, mais voilà, on le sait comment ça va se finir. On le sait. Voilà, on est contente. Donc voilà, je vous la conseille vivement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson. Si vous l'avez aimé, likez. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, abonnez-vous. Puis si vous souhaitez parler avec moi des titres que j'ai lus, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.